Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur des documents assez importants qui font le point sur la lutte contre les violences sexuelles dans l'Église en France. Il s'agit de cette rencontre organisée par la Conférence des évêques à Lourdes, fin mars, début avril 2025. L'idée, c'était de voir un peu où on en est depuis le rapport de la Sièze. On a principalement un compte-rendu assez détaillé de ces journées, et puis aussi un article sur le site de l'ACF. Donc, l'objectif pour nous, c'est de comprendre ce qui a avancé concrètement, et puis aussi ce qui coince encore un peu, qu'est-ce qui ressort vraiment de cette étape à Lourdes. Alors pour commencer, cette rencontre, c'était les 31 mars et 1er avril 2025. Pas mal de monde apparemment. Ah oui, plus de 300 participants. C'est significatif. Il y avait des personnes victimes, bien sûr, mais aussi des évêques, des acteurs de l'Église et même de la société civile. Et l'objectif affiché, c'était quoi exactement, elle? C'était d'échanger sur les dispositifs mis en place, d'identifier ce qui restait à faire, et surtout, c'était très clair dans le programme, de donner une vraie place à la parole des victimes. D'accord. Et ça s'est traduit comment? Des tables rondes, des ateliers? Oui, voilà, il y avait des tables rondes, des ateliers thématiques, des temps spirituels aussi, et puis un moment assez fort, la projection d'un spectacle, L'Enfant du silence, créé par une personne victime. Et cette place des victimes, elle était vraiment centrale. Oui, c'est ce qui frappe quand on lit les retours. Et notamment, le collectif Voix libérée était très présent, très actif. Ah oui, Oui, on les voyait avec leur polo distinctif, ils distribuaient des cartes, ils ont pris la parole, que ce soit en séance plénière ou de manière plus informelle. Et leur message principal? c'était vraiment l'insistance sur la nécessité d'aller au-delà des premières mesures, quoi. De construire du solide, du pérenne, des actions concrètes qui tiennent dans la durée. D'accord. Un des points importants de ces journées, c'était, je crois, le bilan des fameux groupes de travail post-SIAZ, ceux qui avaient été lancés fin 2021. Exactement. Ils avaient rendu leurs conclusions en mars 2023. Et là, à Lourdes, on a eu la présentation d'un rapport d'évaluation de leurs travaux. Et alors, qu'est-ce qu'il en sort globalement de cette évaluation? C'est positif, mitigé? C'est assez contrasté, pour être honnête. Les progrès sont vraiment inégaux, selon les groupes. Des exemples de points positifs peut-être? Oui, il y en a, par exemple, l'audit des cellules d'écoute dans les diocèses, ça, c'est concret. La création du groupe Plantatio pour repenser la formation dans les séminaires, c'est important aussi. Et puis des textes qui ont été votés pour mieux accompagner les ministres, prêtres et évêques. Ça, ce sont des avancées structurelles. D'accord. Et les difficultés? Les points qui coincent? Alors là, il y en a pas mal aussi. Déjà, certaines préconisations fortes de la SIAZ n'ont tout simplement pas été retenues. Comme quoi, par exemple? L'idée d'un observatoire national indépendant sur les violences sexuelles ou celle d'une assemblée synodale vraiment large qui a été, on va dire, remplacée par un conseil élargi dont on ne sait pas trop ce qu'il va faire concrètement. Et sur la mise en œuvre? C'est là que ça pêche souvent. Elle est décrite comme même lente, difficile à évaluer réellement sur le terrain. Parfois, les moyens mis en place semblent un peu disproportionnés ou pas adaptés, comme pour l'accompagnement des personnes mises en cause. D'autres points? Ouais, des questions clés qui restent en suspens. Comment on partage l'information sur un candidat refusé au séminaire? Comment on assure un suivi des victimes ou des auteurs dans la durée? Il y a aussi un manque de moyens humains qui est pointé, par exemple pour la vigilance dans les associations de fidèles. Et puis parfois, il manque des outils très basiques, comme des grilles d'entretien claires pour l'accompagnement. D'accord. Et enfin, il ne faut pas oublier que certains sujets, comme la réforme du droit de l'Église ou la place des femmes, ça dépend de décisions qui doivent venir de Rome, du Vatican. Ok, donc un bilan assez nuancé, on peut dire, avec des freins quand même importants, mais ça n'a pas empêché de présenter des initiatives concrètes pendant les ateliers. Non, heureusement. Malgré tout, des choses avancent. Par exemple, l'atelier sur le diplôme universitaire bientraitance à l'ICP de Paris a été présenté. D'ailleurs, Voix libérée s'y est intéressée. Ah oui? Oui. Et un autre atelier important, c'était sur le futur site Mémoire, ce projet commun entre la CEF et la COREF pour recueillir les témoignages. Là aussi, Voix libérée soutient activement. Et bien sûr, les instances de réparation, l'INIR et la CRR. Exactement. Présidées par Marie Derain et Antoine Garapon, elles ont été présentées. On a aussi parlé du Tribunal pénal canonique national, le TPCN, de la pastorale des victimes, de l'accompagnement des auteurs et du fonds CELAM qui finance la prévention. Donc, des structures qui existent ou se mettent en place. Et les tables rondes, quels étaient les thèmes abordés? Il y en a eu plusieurs. Une pour faire le point, où en sommes-nous? Une autre, plus spirituelle, une relecture du chemin parcouru. Un moment fort aussi avec Jean-Marc Sauvé, Marie de Rérin et Antoine Garapon sur l'accueil et l'accompagnement. D'accord. Et puis une discussion intéressante sur le dialogue entre l'Église et la société, avec une intervention remarquée de Catherine Champrenault,
l'ancienne procureure générale, sur la question de l'imprescriptibilité. Sujet important. Et pour conclure ces journées, Voix libérée a eu le dernier mot? Ouais, c'est ça. Ils ont pris la parole à la fin. Ils ont rappelé l'importance des maîtrises, des chors d'enfants, les puéricantoresses, des lieux d'éducation importants, à surveiller bien sûr, mais aussi à soutenir. Et leur message final? C'était un appel très clair, passer des intentions à la construction de socles pérennes. Il faut que ça tienne dans le temps. Et d'ailleurs, on a vu réémerger l'idée d'un observatoire des violences sexuelles, qui avait pourtant été écarté au départ. Intéressant. Donc, si on essaye de synthétiser un peu ce qui ressort de tout ça? Ce qu'on voit bien à travers ces sources, c'est qu'il y a une dynamique, c'est certain. Une volonté affichée d'écouter, d'agir avec des structures qui se créent. Mais l'évaluation des groupes de travail, elle montre aussi, et c'est important, le décalage. C'est-à-dire? Le décalage entre les intentions, les annonces, et la mise en œuvre concrète, efficace, durable, partout sur le terrain. Ça reste un défi énorme. On sent qu'il y a des résistances, des inerties. Le fossé entre, disons, le central et le local, il est encore bien là. Ce qui amène peut-être à une dernière réflexion pour la suite. Au-delà des structures, des rapports, des procédures, la vraie question, c'est peut-être comment on s'assure que le changement de culture nécessaire, celui qui pourrait vraiment prévenir les abus, l'emprise, à long terme, comment faire pour que ça infuse vraiment partout dans l'Église, dans chaque paroisse, chaque communauté, au quotidien? Oui, c'est sans doute là que se situe le véritable enjeu, au-delà des effets d'annonce. La transformation en profondeur. Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, partager ou témoigner, adressez-nous un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.